Moi, je me suis toujours intéressé au Pilat. Et dans ce massif du Pilat, on a une ancienne chartreuse, qui est la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, qui a eu pour prieur au XVIIe siècle, donc ce personnage nommé donc Polycarpe de la Rivière. C'était un nom d'église, évidemment. Donc je me suis intéressé à ses écrits, puisqu'il se trouve qu'il a, de son temps, publié plusieurs livres qui ont été vraiment des best-sellers à son époque. Son livre le plus connu, qui s'appelle L'Adieu du monde, a été réédité 4 fois quand même. Et en m'intéressant à ce personnage, je me suis aperçu que dans ses écrits, il laisse imaginer qu'il a été membre d'une société, d'une organisation angélique. L'un de ses livres s'appelle L'Angélique. Et ce livre angélique, c'est un dialogue entre lui et son âme. Et donc, en suivant un petit peu la trace de ce personnage, et c'est comme ça donc, que je suis venu à me passionner pour cette société angélique lyonnaise du XVIe siècle. Lyon, au XVIe siècle, est devenue vraiment une capitale intellectuelle de la France. Et donc les plus grands noms, les plus grands intellectuels se donnent rendez-vous à Lyon. Ils vont séjourner à Lyon quelque temps. Rabelais, Nostradamus, Cornelius Agrippa. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en savoir plus. J'ai fait beaucoup de recherches en archives, que ce soit à la bibliothèque municipale de Lyon, aux archives municipales, archives départementales, etc. Alors l'origine, il faut la chercher à Venise, fin XVe siècle. Et à Venise, on a un jeune imprimeur qui s'appelle Aldo Manuzio, qui va imprimer un livre absolument cultissime qui s'appelle Le songe de Polyphile. Le titre original, qui est quasiment imprononçable, c'est Hypnerotomacha Polyphilie, ce qui veut dire le combat de l'amour et du songe et de Polyphile, qu'on a traduit en français sous un titre un peu plus simplifié, Le songe de Polyphile. Et c'est un livre qui contient plusieurs centaines de gravures, qui sont dues aux plus grands artistes de l'époque. Et ces gravures contiennent, sous une forme cryptée, toute l'organisation des sociétés secrètes de l'époque. Et parmi ces gravures, il y en a 9, et seulement 9, où on voit apparaître des anges ou des têtes d'angélés. Et donc ces 9 gravures nous indiquent, nous révèlent la hiérarchie d'une société ou d'une organisation angélique. Et ce livre, par le biais des foires internationales qui se tiennent à Lyon au début du XVIe siècle, il arrive chez nous, donc il arrive à Lyon. Et à partir de là, la société angélique va se recréer, va s'implanter sur Lyon. Et donc Nicolas Delange, à partir des années 1550, il commence à acheter un grand domaine sur la colline de Fourvière, et il va faire construire dans le haut de ce domaine ce qu'on appelle une maison des champs, ou une maison de plaisance, dans laquelle il va réunir ses amis, les lettrés, et dans lequel il va entretenir une bibliothèque assez somptueuse et un cabinet de curiosités, ce qui est très à la mode à l'époque. Et ce domaine, il lui donne par jeu de mots le nom de l'Angélique, qui passera à la société. Avant, il y a eu ce qu'on appelait l'Académie de Fourvière, donc au début du XVIe siècle, fondée par les frères Fournier, dans laquelle on trouve par exemple Saint-Forien-Champé, qui est bien connu à Lyon. Et puis, donc, cette académie va un petit peu se disparaître, se diluer dans le temps. Mais il se trouve que Nicolas Delange descend par sa mère des frères Fournier. Alors, le but de la société, en fait, c'est de maintenir la connaissance. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque de l'humanisme.
Donc les humanistes s'intéressent un petit peu à tout, à toutes les disciplines. Et la Société angélique peut faire pareil. Hein. Son but, c'est de maintenir et de propager un certain niveau de connaissance. Et la Société angélique, prône évidemment la liberté de penser. Et à ce titre, ils vont être tout à fait bienveillants envers la religion réformée qui commence à apparaître au même moment en France et à Lyon. Oui, alors il y a un lien très, très précis, c'est l'imprimeur Sébastien Gryphus. Sébastien Gryphus, c'est un Allemand. Et bon, c'est un des plus grands imprimeurs de Lyon. Il y a une œuvre absolument considérable. Et en fait, à l'époque à Lyon, les ateliers d'imprimeurs sont en même temps des lieux de réunion. Les érudits aiment bien se retrouver dans ces ateliers, ils peuvent échanger, travailler, etc. On a même pendant longtemps pensé que c'était lui le fondateur. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Ça a été un des piliers, mais ce n'était pas vraiment le fondateur, c'est Nicolas Delange. On sait qu'il y a une société qui se réunit à l'Angélique, on est certain. On sait que ce sont des érudits de l'époque, tous les plus grands érudits de l'époque. On sait qu'ils se retrouvent là principalement le soir, après une montée. C'est-à-dire qu'ils viennent d'en bas, ils viennent de Vieux-Lyon, et ils montent à pied, forcément à l'époque, il n'y a pas de funiculaire, ils montent à pied jusqu'à Fourvière, jusqu'à l'Angélique. Et ils se réunissent là-haut le soir. Mais ça ne veut pas tout ce qu'on sait. Après, une fois qu'ils ont franchi les portes, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien, il n'y a aucun texte. En fait, Nicolas Poussin, il est passé au moins 2 fois à Lyon, en particulier en 1642. Il s'y arrête un certain temps, et il séjourne chez un peintre lyonnais qui s'appelle Jacques Stella. Et on sait avec certitude que Nicolas Poussin rencontre Balthazar de Villars, qui est donc le gendre et le successeur de Nicolas Delange à la tête de la Société angélique. Donc, on peut parier avec une bonne certitude que Nicolas Poussin va être initié à la Société angélique. Et comme il a déjà peint un premier tableau sur les bergers d'Arcadie, la première version qui date de 1630 à peu près, et il va peindre la deuxième version, puisqu'on le situe aux alentours de 1645-1650. Chaque fois, donc, on a un tombeau avec l'inscription « Et in Arcadia ego ». « Et in Arcadia ego », c'est du latin poétique. Si on traduit littéralement, c'est « Et en Arcadie, moi aussi ». Donc il manque le verbe. Hein, c'est une ellipse qui est courante en latin poétique. Donc, comme il manque le verbe, on peut ajouter le verbe qu'on veut, en fait. Ça veut dire « en Arcadie », et moi aussi j'existe en Arcadie, etc. On ne sait pas si c'est la mort qui parle, ou si c'est le défunt qui est enterré, qui dit « moi aussi j'ai vécu en Arcadie ». Cette formule, elle apparaît pour la première fois dans Virgile, hein, donc c'est pas nouveau. Pour la première version, Nicolas Poussin s'inspire d'un tableau antérieur, qui est un tableau de Guerchin, qui s'appelait Et in Arcadia ego, où on voyait déjà un groupe de bergers qui découvrent un tombeau sur lequel se trouve l'inscription Et in Arcadia ego. Et cette inscription va devenir en quelque sorte le symbole, l'emblème de la Société angélique. En fait, c'est une signature. Et l'initié angélique se doit de placer cette signature dans son œuvre, à un moment ou à un autre, de préférence sur la fin de sa vie. C'est ce que fera Jules Verne d'ailleurs. Juste dans l'un de ses derniers romans, il va placer cette formule. Oui, il y a 2 sociétés angéliques. La Société angélique qui a été rassemblée à Lyon au XVIe siècle par Nicolas Delange, qui va se diluer un petit peu après le décès des derniers descendants de Nicolas Delange, puisque
Nicolas de Lange étant mort en 1606, son œuvre a été continuée par son gendre Balthazar de Villars, et puis par ses descendants. Et puis fin 17e, début 18e, elle disparaît, elle se dilue un petit peu dans l'atmosphère. Et elle réapparaît au 19e siècle à Paris. Alors le lien entre les deux, moi je peux le faire par Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, dans sa jeunesse, il a écrit plusieurs livres qui sont des récits de voyage. Et il en fait un sur Lyon. Et pour ça, il séjourne à Lyon. Et il vient à l'Angélique, puisqu'à l'époque, l'Angélique est devenue un restaurant assez réputé. Donc il vient manger plusieurs fois dans ce restaurant. D'ailleurs, le livre d'or du restaurant a conservé la signature d'Alexandre Dumas. Et Alexandre Dumas se fait raconter l'histoire du lieu. Et donc, moi je pense que c'est Alexandre Dumas qui s'inspire de cette société angélique lyonnaise pour en créer une société angélique parisienne, un petit peu sur le même principe, et qui va enrôler les plus grands noms de la littérature et des arts, comme Jules Verne, George Sand, les peintres de la Croix, par exemple. On peut penser que Jules Verne en est à un moment le grand maître. Et on y trouve des gens très connus comme Victor Hugo, Honoré de Balzac, Gérard de Nerval, un peu plus tard Maurice Barrès. Alors il y a plusieurs choses dans l'œuvre de Jules Verne. L'œuvre de Jules Verne a commencé par expliquer, sous forme cryptée, tous les différents rituels d'initiation. Dans les œuvres de Jules Verne, il y a toujours un candidat à l'initiation et un initiateur. Autrement dit, un maître et un disciple. Et après, il s'amuse. Il s'amuse. Parfois, le maître est une jeune femme. Ça, c'est très, très particulier à l'œuvre de Jules Verne. Parfois, le disciple, celui qui va être initié, c'est pas un homme, c'est une machine. C'est le cas dans un roman assez curieux qui s'appelle La Maison à vapeur. Et on s'aperçoit que c'est pas un personnage qui est initié, c'est une machine à vapeur. Et la machine à vapeur va subir toutes les différentes épreuves traditionnelles qu'on subit lors d'une initiation de type maçonnique, par exemple. Et puis ensuite, Jules Verne, un petit peu, il essaie de transmettre différentes connaissances, il parle d'un certain nombre de choses, il nous parle de Rennes le Château. C'est encore d'autres problèmes, c'est d'autres sujets. Oui, cette tour métallique qui s'élève à l'emplacement du domaine de l'Angélique. Il faut savoir que ce domaine, il a passé entre plusieurs mains. Après Nicolas de Lange, il a appartenu à son gendre, Balthazar de Villars, puis à ses descendants. Et puis après, il a été racheté. Et fin 19e, il appartenait à un monsieur qui s'appelait monsieur Gay. Et ce monsieur avait un petit peu la passion des belvédères et des observatoires. Et il a donc cette maison de l'Angélique, eh bien, il l'a prolongée un petit peu en hauteur, il a construit une tour qui n'existait pas à l'origine. Puis comme ce n'était pas encore assez haut, eh bien, il a construit cette tour métallique, qui était aussi un petit peu une réponse républicaine à la basilique du Fourvière, puisque, pour la petite histoire, la tour métallique est un petit peu plus haute que la plus haute flèche de la basilique du Fourvière. Et lorsque le 8 décembre on illuminait la basilique, eh bien, il y avait un phare républicain qui tournait au sommet de la tour métallique.